Tripoli, un samedi soir. Vue de l'intérieur d'une automobile de fabrication occidentale, la capitale libyenne est une ville qui ressemble à beaucoup d'autres en Méditerranée. Immeubles modernes, de bureaux, souvent loués à des sociétés occidentales, magasins éclairés à giorno pour attirer le consommateur libyen acheteur de produits occidentaux, jeune tripolitain enviré. Mais la silhouette omniprésente de Kadhafi fait de Tripoli une ville différente des autres capitales méditerranéennes. Kadhafi, le terroriste, banni de la communauté internationale jusqu'en 2004, fait une rentrée fracassante. Il renoue avec les États-Unis d'Amérique, la communauté européenne, et à l'été 2007, il contribue à la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien en faisant le voyage à Bruxelles pour rencontrer Romano Prodi, le président de la communauté européenne, puis en recevant le président français Nicolas Sarkozy. Réception qui conforte son retour sur la scène internationale et qui lui permet en même temps d'affirmer sur le plan intérieur, comme il le fait depuis le 1er septembre 1969, son rôle de guide de la révolution libyenne, sa révolution. L'affaire des infirmières bulgares doit être considérée dans une bonne mesure par rapport à la politique intérieure libyenne. D'abord, ça survient à Benghazi et non pas à Tripoli. Donc ça, c'est un premier élément. Or, Benghazi, c'est quand même... Benghazi et toute cette région, c'est quand même là où il y a la plus forte opposition à Kadhafi. Dans une certaine mesure, on peut y lire là le moyen avec lequel l'opposition exprime en quelque sorte, ou a voulu exprimer une certaine contestation du pouvoir. Le pouvoir a été amené, en quelque sorte, à entrer en discussion, a été amené à saisir la justice, et on connaît la suite. Cette condamnation à la peine de mort a créé une difficulté pour Kadhafi, parce que la peine de mort est contre les principes juridiques des pays européens. Par ce biais-là, créer des difficultés finalement pour le pouvoir et rendant difficile tout processus de rapprochement entre l'Europe et les pays, et la Libye en l'occurrence, si vous voulez. Kadhafi, le terroriste, revient de loin pour effectuer son retour international. À Berlin, en 1986, un attentat dont les USA lui attribuent l'organisation économique et la responsabilité idéologique tue un ressortissant américain. Ronald Reagan, président des États-Unis, traitera Kadhafi de chien enragé et la Libye d'État voyou. La riposte américaine sera violente et ciblée. Pour les Américains, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, le régime n'est pas acceptable pour différentes raisons. La seule solution, c'est que ce régime disparaisse, si vous voulez. Alors, ça va être la politique américaine jusqu'à 1986, qui est le moment de ce bombardement. L'idée, c'était peut-être d'atteindre Kadhafi. Cet ours en peluche a appartenu à Anna, la fille adoptive du colonel tuée dans le bombardement. L'ayant atteint et touché, on allait provoquer une espèce de renversement et la fin de ce régime. La destruction de cette maison où vivaient des enfants est un acte politique dicté par le mal, qui a été commis par Reagan et Thatcher. Nous voulons vivre en paix, nous voulons dormir dans nos maisons. Nous voulons vivre libres, en sécurité, et ils nous considèrent comme des fous. Qui est fou? Celui qui est venu d'Amérique bombarder cette maison ou celui qui dormait dans cette maison? Ensuite, il y a eu donc l'affaire de Kirby en 1988, et on connaît la position américaine qui consiste à dire à ce moment-là que les Libyens sont responsables. Les Libyens, eux, ils ont toujours proclamé leur innocence. Et le Congrès américain aussi, pas dans ces années-là, mais progressivement, on s'est acheminé vers le fait et l'évidence, progressivement, qu'en fait, les vrais coupables n'est pas Kadhafi, ni le pouvoir kadhafien en Libye. Kadhafi, le terroriste, cette fois contre un avion de ligne français. Terreur et violence encore, dont la Libye est toujours tenue pour responsable. La violence pour la violence, comme acte de principe, est quelque chose qui n'est pas concevable concernant l'action de Kadhafi. Tout ce qui peut être un soutien au mouvement autonomiste, par exemple, l'IRA, l'ETA et d'autres,
Pour lui, ce sont là des opportunités et par là même amener les pays occidentaux à considérer que la Libye et Kadhafi est un acteur important. C'est l'instrumentalisation de la terreur par personne interposée, pour autant que ceci reste dans des dimensions acceptables. Là-dessus arrivent les événements de septembre 2001, et c'est là le renversement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Américains vont prendre conscience que sur le plan international, ils ont un nouveau ennemi, entre guillemets, et le nouveau ennemi, ce sont les islamistes et l'Al-Qaïda. À partir de là, il s'agissait donc de repenser la géopolitique, repenser la stratégie américaine, avec la conséquence que les ennemis d'hier peuvent être aujourd'hui les alliés. Et c'est ce qui est arrivé avec Kadhafi. Il y a certainement des éléments concernant l'islamisme radical que les Libyens ont et qu'ils ont donné, voire des noms probablement, et ceci a été un des éléments qui a favorisé ce rapprochement dans la mesure où les Américains ont eu la preuve d'une certaine manière que cette collaboration, elle apporte ses fruits, si vous voulez, mis à part tous les aspects économiques, etc. Il y a pour nous un autre guide en Libye. C'est Antoine Sfer, journaliste, directeur des Cahiers de l'Orient, un spécialiste. Il connaît bien la Libye et ses paradoxes, ceux du guide aussi. Kadhafi est quasiment le doyen des chefs d'État arabes. Et pourtant, c'est le plus jeune, ou parmi les plus jeunes. Il n'a que 67 ans. Muammar Kadhafi, né en 1942, a dès le début, dès son adolescence, est entré en rébellion. Il se fera mettre à la porte des écoles. Pourquoi? Parce qu'il refusera, par exemple, de se lever devant un inspecteur d'académie anglais. Il va essayer de réunir ses camarades pour commencer à se rebeller ensemble contre le pouvoir établi, la monarchie qui est à la solde de l'étranger. Et Kadhafi va rentrer à l'académie militaire. Est devenu sous-lieutenant et il va se promener à bord de sa coccinelle, celle-ci, celle-là même, qui trône au musée national. La Libye, c'est un très vieux pays. Vous avez la Libye phénicienne, la Libye romaine, la Libye grecque, la Libye byzantine, la Libye islamique. C'est un très vieux pays. Leptismania, le plus grand vestige romain de la Méditerranée, plus grand que Pompéi. Leptismania, l'œuvre d'un homme, un Libyen qui est devenu l'empereur Septime Sévère, qui a construit sa ville sans en renier les origines phéniciennes. Septime Sévère, 21e empereur romain, meurt en 211 de notre ère. Leptismagna compte alors environ 300 000 habitants. C'est une ville très prospère, dont de surcroît, l'importance stratégique pour les routes caravanières et maritimes va attirer sur le territoire libyen tous les envahisseurs. Successivement, au cours des siècles, Vandales, Arabes, Chrétiens d'Orient, Berbères, Égyptiens, Espagnols, Chevaliers de Malte feront des trois provinces libyennes, cyrénaïques, tripolitaines, Faisanes, un champ incessant de leurs affrontements jusqu'à ce que l'Empire ottoman s'y établisse à la fin du XVIe siècle. Sa domination durera jusqu'en 1911. Après avoir déclaré la guerre à l'Empire ottoman, le royaume d'Italie annexe la Libye. Cette première colonisation est relativement pacifique.
Mais l'arrivée au pouvoir en 1922 de Benito Mussolini change tout. À son arrivée sur la terre africaine, le Duce est accueilli à Tobruk par le maréchal Balbo. Le Duce se rend ensuite à Benghazi. Le lendemain, les plus valeureux guerriers libyens viennent, en témoignage de loyalisme, offrir à M. Mussolini l'épée de l'islam. Nous sommes sur une des places italiennes, mussoliniennes, dirais-je, de Tripoli. Il y en a plusieurs dans la ville. Les relations avec l'Italie sont particulières. Elles ont à la fois été très mauvaises et aujourd'hui très bonnes, mais en même temps, l'Italie est le représentant du colonisateur. Ce colonisateur qui a été oppresseur et qui a fait beaucoup de martyrs parmi la population libyenne. 13 000 colons italiens arrivent en Libye où leur établissement a été minutieusement préparé. Ceux qui vont mettre en valeur les terres de la colonie sont accueillis par le maréchal Italo Balbo, gouverneur général de la Libye. Chaque famille aura une ferme de 40 à 50 hectares et une maison avec ses dépendances. Voici une autre place italienne, mussolinienne également d'ailleurs, comme on le voit. L'autre s'appelait la place de la dignité retrouvée contre l'oppresseur, l'occupant. Celle-ci s'appelle la place d'Alger. Le fascisme italien, nostalgique du grand empire romain, installe en Libye, qui compte alors 800 000 habitants, 120 000 colons pour, à l'instar des Anglais en Égypte et des Français en Algérie, s'établir durablement en Méditerranée du Sud. Cette deuxième occupation sera violente et générera par voie de conséquence de nombreuses résistances nationalistes. La Sanoussia est la plus importante. Ce mouvement, d'abord religieux, installé en Cyrénaïque depuis 1843, a pour but la propagation de l'islam en Afrique. Son chef, Oumar al-Mukhtar, sera pendu par les Italiens et la Sanoussia prendra politiquement la direction des mouvements de libération. Nous sommes dans le cadre d'une organisation réformiste, c'est-à-dire, au fond, une espèce de volonté de retourner aux sources. Mais la source, c'est d'abord le Coran et la tradition du prophète, et en même temps, toute la dimension sociale, toute l'activité sociale de la confrérie. C'est aussi là une dimension assez, qu'on peut appeler ça, assez mystique, au fond, de l'organisation Sanoussi, proche des mouvements soufis, d'une certaine manière. Une grande bataille fait rage depuis la mi-novembre sur le front de Cyrénaïque. La Seconde Guerre mondiale, c'est le débarquement des Alliés en novembre 1942 et le choix que fera la confrérie Sanoussi d'être du côté des Alliés, et en particulier du côté de la Grande-Bretagne. Et donc il va y avoir à ce moment-là la confrérie et son chef, Idriss Sanoussi, est au Caire. C'est un homme profondément religieux, c'est un homme qui est très peu public. Ses apparitions publiques sont extrêmement rares, mais en même temps, il parle au nom de la Libye parce qu'il s'appuie justement sur la confrérie Sanoussi. Il s'appuie aussi sur différentes organisations nationalistes qui ont apporté une légitimité. Mais lorsqu'il rentre en Libye, il rentre chef de la confrérie et en même temps chef du mouvement national. Et lorsque l'indépendance est obtenue, donc le 24 décembre 1951, c'est un pays misérable. Une structure agro-pastorale, c'est un pays dépendant, mais dépourvu de moyens. On est arrivé à une indépendance qui, il faut bien le dire, a été relativement rapide. Et ce n'est que à partir de 1962
à peu près que la situation commence à changer, c'est-à-dire c'est le moment où on commence à produire du pétrole et à l'exporter. Donc on est dans une situation où la société libyenne va subir de profondes transformations sur le plan économique, culturel, social, une société qui va devenir de plus en plus une société de consommation. Nous avons une monarchie qui va perdre du terrain, perdre pied d'une certaine manière, dans un contexte international marqué quand même par un certain nombre d'événements importants. 56 déjà, la crise de Suez, la guerre de juin 67, une mauvaise connaissance, disons, de la situation géopolitique. Bref, l'influence de l'Égypte de plus en plus grandissante, l'influence des idées de Nasser, l'influence du nationalisme arabe, toute une série de facteurs qui ont contribué à transformer la société libyenne, toute une série d'éléments qui échappaient à la confrérie Sanoussi, échappaient au monarque donc au roi Idriss, et qui faisait que ce gouvernement était en décalage de plus en plus grand. Mais la goutte qui fera déborder le vase, ce sera la guerre de juin 67, israélo-arabe. Et là, le roi Idriss, le monarque absolu, et qui est en fait sous la tutelle des étrangers, va refuser de se solidariser avec le reste des pays arabes. Et les Libyens vont se sentir humiliés, frustrés. Ils accueilleront la révolution comme une libération, et c'est normal. Donc, Kadhafi, c'est un jeune idéologue, c'est un jeune nationaliste arabe, nourri par cette critique de la démocratie représentative, nourri aussi par un sentiment que la Libye a toujours été méprisée par les pays occidentaux, que ce pays a peut-être quelque chose à apporter. Ça, je crois que c'est un élément moteur qui explique en partie, en tout cas, cette volonté d'arriver au pouvoir. Kadhafi, lui, est le véritable enfant de ce désert qui nous entoure. De ce bout du monde, ce 1er septembre 69, le monde arabe découvre un jeune homme de 27 ans. Je pense que ce qui caractérise, si vous voulez, Kadhafi, c'est retour aux sources et en même temps modernisation. Alors ça paraît paradoxal, mais ce n'est paradoxal que dans une certaine apparence. Retour aux sources, c'est-à-dire par rapport au Coran. C'est un homme personnellement relativement assez religieux, mais loin d'être fondamentaliste évidemment. Il considère que le Coran appartient à tous. Les spécialistes du Coran sont des spécialistes qui ont été formés en effet, mais qui ne peuvent pas prétendre avoir le monopole. Donc, par conséquent, il entre dans des relations conflictuelles avec ceux qui sont censés être les interprètes légitimes du Coran, c'est-à-dire les docteurs de la foi, c'est-à-dire les oulémas. Et d'autre part, l'islam n'a pas à proprement parler d'oulémas, contrairement, par exemple, à la doctrine catholique. Parce que vous avez dans la doctrine catholique, vous avez la doctrine, vous avez les gardiens de la doctrine, et vous avez le droit canon, par exemple, etc., qui sont des éléments très importants et pour lesquels on forme des gens compétents. Et donc la position de Kadhafi consiste à dire qu'au fond, chaque musulman peut lire le Coran et en donner l'interprétation qu'il sent, qu'il voit, et qui soit compatible avec la situation qui est la sienne. C'est un petit peu le sens de cet effort et de cet effort d'interprétation et qu'on appelle ijtihad. Donc, pour moi, c'est un élément important concernant, si vous voulez, ce qu'on peut appeler un rapport démocratique au Coran. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un rapport démocratique dans le sens où la parole n'est pas confisquée. Et cette idée, si vous voulez, de ijtihad introduit, si vous voulez, cet élément nouveau, c'est qu'il n'y a pas le
il n'y a pas le monopole du sacré. Je ne mélange pas la révolution avec les mouvements de libération à caractère religieux ou racial ou autre. L'homme est digne de la liberté, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race. Et les peuples opprimés ont le droit de faire leur révolution, qu'elle soit dans la terre d'islam ou ailleurs. Est-ce que vous considérez que l'imam Khomeini est un modèle pour l'islam ? Un modèle pour les cheikhs de l'islam. Kadhafi lui-même est en train de réfléchir. Il se rend compte qu'il faut rendre le pouvoir au peuple. Comment rendre le pouvoir au peuple? Lui qui est tellement imprégné de la Révolution française. On croit qu'il règne sur la Libye. En fait, c'est vrai qu'il décide, mais il n'est pas tout à fait le seul. Il doit tenir compte, lui, l'enfant du désert, il doit tenir compte de toutes les tribus, de tous les clans, de toutes les familles qui composent et qui constituent la démographie libyenne. C'est ça le plus important. Il va commencer par réfléchir comment il peut y avoir des comités populaires de base, les Cha'abiyat, jusqu'à arriver à l'Assemblée du peuple, le Parlement. Et à partir de là, il leur dit, il le répète, prenez des initiatives, le pouvoir c'est vous. Kadhafi a, d'une certaine manière, parfois un petit peu cette euphorie de dire que, au fond, la Libye peut innover, y compris en matière de démocratie, et renouer en quelque sorte avec une conception antique de la démocratie, dans la démocratie directe. Il y a donc eu, si vous voulez, à partir de 1969, et surtout après la révolution dite culturelle de 1973, cette idée de radicaliser la vie politique et d'instaurer une espèce de démocratie directe. Et en principe, ces comités populaires, donc ces formes d'exécutif, sont l'émanation de ces congrès populaires. Les congrès populaires regroupent donc tous ceux qui sont en âge de voter, 18 ans, et qui sont en âge de délibérer des questions politiques. Donc, la démocratie, au sens où Kadhafi l'entend, c'est un système de gouvernement où le peuple délibère dans les congrès populaires, et de ces congrès populaires sortent des organes exécutifs qui ont pour charge d'appliquer ce qui a été décidé au congrès populaire. Les masses populaires prendront le pouvoir un peu partout et érigeront le pouvoir populaire par le canal des congrès populaires de base et les comités populaires. Même en France, malheureusement, la Jamaïrie a été avortée par 2 fois en France. Premièrement, après l'écroulement de la Bastille, et l'autre lorsque en 64 ou plutôt en 68, lors de la révolution de 68, la révolution estudiantine, qui a vu naître plusieurs comités un peu partout, mais la révolution populaire a été avortée en France. Mais les peuples seront néanmoins les vainqueurs. Et c'est là où il y a un élément de complexité, c'est-à-dire que les grandes orientations concernant les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects juridiques, ne viennent pas évidemment de la société elle-même. On n'est pas dans le gouvernement spontané. Il y a une impulsion, en quelque sorte, qui vient de Kadhafi et de ceux qui sont autour de lui. Cette stratégie de légitimation des pouvoirs et la stratégie de ces innovations politiques, il ne va pas les chercher dans une légitimité démocratique. Il va les chercher dans ce qu'il pense être la légitimité coranique, effort d'interprétation, ijtihad, et dans le fait qu'il va constituer autour de lui un certain nombre d'acteurs, acteurs sociaux, les femmes,
pas seulement les femmes, hein, aussi les comités révolutionnaires, et les rapports qu'il a avec eux peuvent être interprétés, à l'image de ce qu'a été le rapport du prophète aux compagnons. Et il y a là, si vous voulez, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler un petit peu une homologie structurale, dans la mesure où le mode d'action est conforme à ce qu'il croit être la manière avec laquelle le prophète a énoncé des vérités sur les sociétés et la manière avec laquelle il a organisé autour de lui la première communauté des musulmans pour faire vivre d'une certaine manière l'État musulman tel qu'il a pris naissance après la révélation du prophète. Je suis le prophète de la révolution et non le prophète de Dieu. Cette démocratie directe, ce gouvernement du peuple par le peuple, cette utopie révolutionnaire ne va pas sans conséquences. Je ne sais pas comment il est arrivé à cette idée-là, le pouvoir du peuple. Donc, et là, on a commencé à voir le livre vert. Et ensuite, on est passé au comité révolutionnaire, que moi je considère que c'est la période... c'est une tache noire dans le parcours du colonel Kadhafi. Pourquoi? Parce que les comités révolutionnaires, ils ont maltraité la population. Donc ils ont cru à un moment donné que... Ils tenaient tout en main. C'est la révolution culturelle chinoise. C'est ça. Bon, oui, si vous voulez, c'est un peu ça, mais bon, à la libyenne, si vous voulez. Et là, il y a eu beaucoup de bavures, beaucoup d'erreurs vis-à-vis des Libyens. On l'accusera d'éliminer ses opposants. Il dit lui-même, ce ne sont pas mes opposants. Ils sont des opposants de la République, de la Jamahiriya. Encore Saint-Just, encore Robespierre. Et il reviendra là-dessus à plusieurs reprises. Qui peut protester contre qui alors que c'est le peuple qui détient le pouvoir? En Libye, il n'y a pas de gouvernement. Et il n'y a pas de parti au pouvoir ni de parti d'opposition. Le pouvoir est entièrement entre les mains du peuple à travers les congrès populaires de base et les comités populaires. Il n'y a aucun sens à l'opposition dans un contexte où le peuple ne peut s'opposer à lui-même puisqu'il détient lui-même le pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une opposition en Libye, non. Installés dans les plus petits villages, les comités révolutionnaires seront donc, bien qu'écoutés, seulement consultés par le guide. Ainsi, pour irriguer le pays, Kadhafi décidera de lancer le projet de grandes rivières artificielles pour pomper l'eau enfouie sous les sables depuis des millénaires. Ce gigantesque système d'arrosage coûtera plus de 3 milliards de dollars payés grâce aux revenus du pétrole. Il sera éphémère car il n'existe que 50 années de réserve d'eau fossile. La Libye, c'est entre 3 et 5% de terre arable. Aujourd'hui, à Kobao, à quelques mètres des greniers fortifiés de Kobao, là où les paysans entassaient leur huile, leurs céréales et tout ce dont ils avaient besoin pour toute la saison, on comprend réellement ce besoin de sortir de l'eau du centre de la terre. En Égypte, il y a le dieu Nil. Ici, il n'y a point de dieu fleuve. Donc on a besoin de cette eau. Ce projet pharaonique, certainement, décrié de grandes rivières par certains, est limité dans le temps. Kadhafi lui-même, quand il a annoncé, il a dit, mais dans 50 ans, parce que ça ne durera que 50 ans, ne venez pas me dire, il n'y a plus d'eau. Oui, il n'y aura plus d'eau, mais au moins, pendant ces 50 ans, on pourra peut-être agir sur le microclimat, faire pousser de la verdure et surtout donner à manger à tous ceux qui habitent là.
Nous sommes dans la salle de contrôle de la grande rivière artificielle. La grande rivière artificielle est la solution libyenne à la pénurie d'eau dont souffrent les citoyens libyens depuis les années 70-80. Le projet a commencé en 1984 avec un débit initial de 2 millions de mètres cubes par jour. Depuis cette salle, nous pouvons contrôler tous les circuits du réseau pour que l'eau coule 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Là où nous nous trouvons, il y a 2 ans, c'était une étendue de sable, c'était le désert. Nous sommes entre la côte et la montagne, à 60 km de Tripoli approximativement. Après 12 ans de travaux, l'eau, en 1996, arrive enfin à Tripoli. La Libye, seul pays au monde qu'aucun fleuve permanent n'irrigue, peut alors développer son agriculture. L'objectif, l'indépendance alimentaire, n'est cependant toujours pas atteint aujourd'hui. Nous sommes à la limite des 3 frontières. Là, nous avons la Tunisie. Ce petit bosquet qu'on voit, c'est là précisément où les Français, à Borges-le-Bœuf, ont maintenu pendant 3 ans Bourguiba, le père de l'indépendance. Là, on a l'Algérie. Voilà le poste, voilà la bâtisse qu'on voit. Et puis de ce côté-là, tout au fond, on a le Tchad et le Niger. Voilà ce qu'a voulu faire Kadhafi, réunir tout cela. Il a voulu réunir, comme Nasser, tous les peuples arabes et les pays arabes. Il a voulu leur insuffler, comme Nasser, leur insuffler l'idée d'une culture commune, d'une langue commune, d'un espace commun. La jeunesse arabe a trouvé en Kadhafi une continuité. C'est pas encore l'héritier. Donc l'héritier, c'était après que la mort de Nasser, où on a commencé à dire qu'il est l'héritier de Nasser. Le président Nasser, lors d'une réunion publique à Benghazi, présentait Mouammar Kadhafi en ces termes. C'est lui le porte-drapeau du nasserisme et le rénovateur de la jeunesse de la révolution arabe. Nasser is a leader for all the Arab nations. Nasser est un leader pour tous les Arabes. But I'm just in Libya. Je suis simplement un Libyen. Simplement un soldat. Nasser, il a dit un mot, une phrase importante, que lui, il est le garant de l'Union arabe. Donc, et lui, il a pris ça et tout le monde a suivi après. Kadhafi était innocent et il était aussi naïf à l'époque. My life in the political, in the activity, Mon expérience dans la vie politique is just a few months. Est trop fraîche. But I can't. Je ne peux pas préjuger l'avenir. Donc, lorsqu'il voulait faire une union avec Bourguiba, par exemple, ouais. Ça ne passe pas, c'est pas la même chose, c'est pas le même bord, c'est pas les mêmes idées. Il est allé proposer à Sadat et au président Assad. Bon, Sadat, il comprenait, il avait besoin de l'argent de la Libye, donc il a profité le maximum, notamment avant la guerre de 73. Donc il a profité le maximum, donc on lui achetait les armes, il payait tout, donc voilà. Mais ne serait-ce le président Assad, il prenait ses distances, on voyait, il était pour l'union, parce qu'il ne peut pas refuser l'union arabe parce qu'il est unioniste. Donc il ne peut pas refuser, mais on savait, on voyait que ça ne marchait pas. Mais les régimes politiques dans les pays arabes ne sont pas
ne sont pas fixes, ne sont pas stables. Il viendra peut-être d'autres avec qui nous pourrons nous entendre. Kadhafi, lui, a abandonné son idée d'unité arabe. Au moment précisément où cet espace arabe est totalement éclaté. Il s'est tourné vers l'Afrique et ça marche. En Afrique, on a accepté son rôle précisément parce qu'il s'est amené avec son orientation, avec son aide, avec ses investissements. Et ça marche tellement bien que maintenant, on voit Kadhafi l'Africain et on a oublié un peu le Kadhafi arabe. Pourtant, il l'est resté. Il s'aperçoit que l'Afrique pèse en tant que réalité et en tant qu'entité plus ou moins. Et qu'à partir de là, il entre dans une logique qui est une logique de coopération et d'une politique africaine qui est la sienne depuis le milieu de 90 jusqu'à maintenant, et ceci allant de manière s'intensifiant progressivement. Il est alors évidemment, il n'accepterait pas qu'on dise ça comme cela, mais il est dans la tradition finalement de la confrérie Sanoussi, c'est d'être la Libye étant la zone de contact finalement entre la Méditerranée, donc l'Europe, et l'Afrique. Il ne faut pas oublier une chose, que la Libye maintenant est un grand acteur au niveau de l'Afrique. Et il joue dans la il ne faut pas sous-estimer. Il joue, c'est pas uniquement, mais il devient maintenant être le sage. Il veut réconcilier tout le monde, il arrive parfois, etc. Il aide ses pays. Il faut voir lorsqu'il fait ses tournées en Afrique, des centaines de milliers qui courent derrière lui. Récemment, lui, le changement, le tournant qu'il a fait, le virage, si on peut utiliser le terme, c'est qu'il a compris qu'il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. S'il y avait l'Union soviétique, il manœuvrait. Il ne cédait jamais. S'il y avait une Europe, moi, il me l'a dit un jour, si les Européens sont des hommes, moi, je suis les Européens. Mais malheureusement, les Européens suivent les Américains. Pour lui, l'Europe ne pèse pas d'un poids lourd en tant qu'institution, en tant qu'organisation régionale, par rapport au poids que représentent les Américains. À partir de là, il considère que les Américains sont les partenaires obligés, disons, sur la scène internationale, et qu'on ne peut rien faire qui soit contre eux, mais qu'on a davantage à gagner qu'en étant avec eux que contre eux. Les relations sont aujourd'hui quasiment normales. Et évidemment, c'est un bien pour le pays. Bien sûr, les États-Unis ont utilisé le commerce international et la force, ainsi que le gel des comptes et l'embargo sur les exportations de matériel et de produits. Et ils ont refusé d'accueillir nos étudiants. Tout cela a perturbé nos industries pétrolières et notre développement économique. Mais les sociétés américaines ont également été touchées. La reprise des relations et l'élimination de tous ces obstacles ont donc encouragé les sociétés américaines à revenir en Libye. Et ceci a entraîné une forte reprise d'activité. À partir de là, la Libye a repris ses anciens contrats et donc signé d'importants contrats pétroliers. La reprise du commerce entre les deux pays a permis le développement du commerce en général. Le pétrole libyen a pu être exporté vers les États-Unis. Et nous sommes dans la dernière étape, qui consiste à effacer les différends entre la Libye et les États-Unis. Bien qu'impliquée dans d'importantes recherches pétrolières, la France n'exploite que 1% du pétrole libyen, alors que, par exemple, les États-Unis en exploitent 20% et l'Italie 16%. Actuellement, la production de pétrole libyen est de 2 millions de barils par jour. Elle retrouvera son niveau de 1970, c'est-à-dire 3 millions de barils, en 2009. Nous avons lancé des appels d'offres aux sociétés étrangères afin qu'elles collaborent avec nous pour ces raffineries. Nous sommes donc en négociation avec ces sociétés pour deux raisons. La première, c'est le développement de ces raffineries, c'est-à-dire la croissance de la production et l'amélioration des performances de ces raffineries grâce à la participation de sociétés étrangères pour en améliorer la gestion et favoriser les investissements extérieurs. Mais la majorité des sociétés nationales sont elles aussi intéressées.
Monsieur le Président. C'est la première fois qu'un chef d'État français se rend en Libye. Maintenant, tout le monde se bouscule au portillon de Tripoli. Dans l'espace de 2 mois après cette levée d'embargo, on a vu tout le monde, tous les présidents, tous les chefs d'État occidentaux qui étaient là. En fait, tout est possible. Le tourisme, l'immobilier, l'industrie manufacturière, l'industrie de transformation, l'agriculture, l'irrigation. Mais en tout cas, la plupart des secteurs dans lesquels l'État était le seul opérateur se sont ouverts maintenant au secteur privé. Dans la téléphonie, il y a un opérateur privé. Dans les hôtels sont en cours de privatisation. Les choses avancent à un bon rythme. Le transport aérien, il y a aujourd'hui plus de 3 ou 4 compagnies aériennes libyennes qui ne sont pas étatiques. Dans le secteur des banques également. Le code d'investissement en application actuellement permet des partenariats, mais en donnant la majorité aux partenaires libyens. 51%, 49%. Avec plus de 1500 km de côte méditerranéenne à aménager, la Libye fait aussi rêver tous les opérateurs touristiques occidentaux. En ce qui concerne les mesures touristiques, nous avons axé notre travail sur des atouts importants pour l'investissement. Ce que souhaite l'investisseur, ce sont des décrets clairs, des garanties, des franchises, la stabilité économique, des facilités pour les entrées-sorties des touristes ou des investisseurs eux-mêmes. Tout ce que je viens d'évoquer est désormais une réalité dans les lois, les procédures et les décisions du Comité populaire en Libye. Et dans le cadre de ces projets, ces avantages que nous fournissons sont détaxés durant 5 ans ou parfois 8 ans. Nous accordons aussi des avantages douaniers, soit aux Libyens, soit aux étrangers pour tout le matériel nécessaire au projet. Il y a sur ce point égalité entre les Libyens et les étrangers. L'investisseur a aussi la possibilité de vendre le projet à tout moment et de transférer son apport financier à l'extérieur du pays. Nous avons aussi encouragé les banques à financer 50% des projets touristiques, en prenant en compte évidemment les conditions de la Banque centrale. Voilà les éléments majeurs en ce qui concerne l'investissement. Quant à la sécurité en Libye, c'est un pays sûr. Depuis 36 ans, il n'y a pas eu d'acte terroriste. Depuis la fin des années 90 et notamment l'an 2000, il y a eu une sorte de curiosité qui a poussé nos compatriotes à venir découvrir ces trésors. Mais il y a eu entre-temps, le 11 septembre 2001, la guerre sur l'Irak, les troubles en Palestine. Tout cela a aussi ralenti le flux de ce que peut être le tourisme de demain dans ce pays. Une mamelle économique, mais aussi un énorme vivier de connaissances et de savoir de ce qu'a été notre passé en Méditerranée. La Libye est donc un pays riche en train de devenir encore plus riche. Depuis la levée de l'embargo américain en 2004, l'argent y abonde. Le peuple libyen, cher à Kadhafi, en est-il le premier bénéficiaire? Eh oui, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. La redistribution n'est pas toujours là. La redistribution se fait selon un processus qui est particulier. C'est-à-dire qu'un certain nombre de produits, jusqu'à présent, ont été subventionnés, dans ce sens où l'État revendait aux citoyens des produits en dessous du prix auquel il l'achetait. C'était une façon de redistribuer la manne pétrolière. Depuis quelques mois, les droits de douane ont été supprimés. Et c'était une façon de dire l'État n'a pas besoin de redevances pour boucler son budget, puisqu'il a la manne pétrolière. Nous abaissons donc les droits de douane pour permettre aux citoyens d'augmenter son pouvoir d'achat. Le prix de l'essence ici est de 6 centimes le litre. Vous allez faire rêver les Français. C'est vous dire si c'est de la redistribution. Effectivement, ça peut faire rêver en Europe. Le processus de privatisation en cours
si vous voulez, montre aussi d'une certaine manière qu'on a affaire à un système de gouvernement et à un homme finalement où la dimension pragmatique est beaucoup plus importante qu'on le croit, si vous voulez. Et si la configuration venait à changer, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international, eh bien, il faut changer aussi de politique. Il y a là une dimension pragmatique, vous voulez, qui contraste de nouveau avec l'image qu'on a de quelqu'un qui en a tendance à présenter plutôt comme un dogmatique, si vous voulez, plutôt que comme un pragmatique. Et cet homme qui passe son temps à lire a envie que son peuple lui-même accède au savoir. Et toujours cet homme du désert va réussir à faire de la femme libyenne, par exemple, totalement analphabète en 69. Une femme alphabétisée à plus de 90% aujourd'hui. Les gens vont à l'école, les enfants vont à l'école. Ils ont accès à l'éducation, à l'enseignement, au savoir. Les droits de la femme existent en Libye dans plusieurs domaines. Par exemple, celui de l'éducation, du droit. Les femmes ont eu la possibilité de devenir avocats, dans la médecine, dans l'ingénierie, dans tous les domaines. Et le taux de femmes dans l'éducation est le résultat de l'obtention de ces droits. Dans les cycles de scolarité primaire et secondaire, le pourcentage d'élèves féminines est de 51 à 57%. Dans cette école, tous les enseignants sont des femmes. Et bien évidemment, la femme joue un rôle primordial dans la politique de l'éducation en Libye. Dès 1969, les femmes étaient considérées pour Kadhafi comme des actrices du système politique et une puissance, en tout cas un élément pour lui pour mobiliser la société. Alors il va dire jusqu'à, en effet, dire que le voile n'est pas coranique, de dire que la polygamie n'est pas coranique non plus. Il y a toute une série d'éléments qui, en effet, qui vont assez loin. Je travaille dans l'enseignement depuis 1967. Et l'école, c'est ma première maison. Je n'ai pas d'enfants, seulement les enfants de l'école. Je travaille de 6h à 22h et parfois jusqu'à minuit. La société ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la génération qui vient. Comme n'importe quelle mère qui élève ses enfants pour qu'ils soient les meilleurs. Mon plus grand bonheur est qu'un élève parvienne à un bon niveau d'études et qu'ensuite il se marie et que ses enfants fassent la même chose à leur tour. J'ai déjà connu 4 générations d'élèves. Ce sont mes enfants et je vis pour eux. C'est une constante de la politique de Kadhafi et cette constante est que, au fond, une société arabe reste une société musulmane dans la mesure où elle doit rester fidèle à l'esprit du Coran, mais les sociétés musulmanes doivent se transformer. Et la première des transformations, c'est de transformer le statut de la femme, c'est d'en faire une personne égale sur le plan des droits et des devoirs à l'homme. Et ça, ils considèrent que c'est un enjeu de taille. Ils le considéraient déjà en 69, ils le pensent toujours. Et je pense que fondamentalement, les femmes, même si cela ne se traduit pas dans des formes organisées, il y a dans la conscience commune le sentiment que la femme doit quelque chose, si pour autant qu'on peut parler en termes de devoir, mais enfin, considère que la prise du pouvoir de 69 a été pour elle un avantage plutôt qu'un inconvénient. La langue anglaise est enseignée en Libye depuis des années. C'est la seconde langue. Mais on enseigne aussi le français et aussi les langues africaines de Libye et le berbère. Nous pensons que si l'élève commence dans les petites classes, ça lui permet de mieux connaître les langues étrangères.
Mais la priorité doit toujours être donnée à la langue arabe comme langue maternelle. La scolarité est gratuite. L'État prend en charge les frais, les livres, les enseignants. Le dernier recensement donne pour la Libye une population de 5,5 millions d'habitants. Et cette politique d'éducation a permis un taux de scolarisation très élevé. Si, sans conteste, les femmes libyennes se sont ralliées à Kadhafi, qui entre autres leur a accordé le droit de divorce, le guide de la révolution libyenne reste fidèle à sa politique. La démocratie directe, l'utopie révolutionnaire. La démocratie représentative n'est toujours pas à l'ordre du jour en Libye. Kadhafi a commencé dès la levée de l'embargo en 2004 l'adaptation de son pays au réel de la mondialisation économique. Il n'est pas prêt d'y organiser des élections. Et je pense qu'il y a chez lui, si vous voulez, cette dimension, encore une fois, utopique, et en même temps ce souci du réel. Bien entendu, il y a un certain nombre de contradictions. Une des contradictions, c'est qu'il n'a pas véritablement pensé la question de la liberté. Cet oubli de la liberté agitera le monde politique français lors de la visite du guide à Paris en décembre 2007. La question des droits de l'homme suscitera débats, controverses, polémiques en tout genre, jusqu'au sein du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'occupe de sa succession? Vous savez, s'occuper de sa succession, ça ne marchera pas. Il le sait? Je pense qu'il le sait très bien. Il le sait très bien, et comme vous voyez, bon, ses enfants, c'est pas nécessairement que ses enfants soient en Kadhafi bis. Et lorsque vous faites la tournée de la Libye, vous voyez, déjà les comités révolutionnaires ont dit que il n'y aura pas de fidélité qu'à vous. C'est-à-dire le reste, si nous sommes fidèles à vous, c'est pas nécessairement que nous serons fidèles aux enfants. Il reste donc la perspective républicaine. Et ça, je pense que c'est la perspective la plus crédible. Kadhafi n'est pas le plus autorisé pour porter ce projet, parce que justement toute sa critique était contre la critique du modèle républicain et de la démocratie républicaine. Donc il n'est pas celui qui est à même en quelque sorte de porter ce projet. Mais en même temps, il est quelque part le garant, en quelque sorte, d'un certain nombre d'acquis. Kadhafi, je crois qu'il a l'idée du temps, il a l'idée des perspectives à moyen et à long terme. La solution qui était la sienne et qui a permis de mettre en place un système institutionnel correspondait à un moment de l'histoire, mais je pense que quelqu'un qui a une conception assez dialectique de l'histoire, si l'on peut dire, et il considère au fond que l'histoire continue d'une certaine manière, et elle peut continuer sans lui. Pour rester au pouvoir pendant plus de 33 ans, je pense que c'est pas un bouillant colonel, ni un type qui voilà, moi, c'est les faits. C'est comme les chiffres en économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce monsieur, il est depuis 32 ans. On a vu passer tous les chefs d'État qui sont partis. 37 ans. 37 ans. Oui, donc il est là.